Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchouan. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on est de nouveau présent pour commenter justement une vidéo un peu d'actu, ce que vous nous avez envoyé. Donc là c'est un passage qui est associé à Alexandra Orion-Caude. Donc ceux qui sont à fond dans tout ce qui est Covid, vous avez sûrement déjà entendu parler d'elle. Elle a déjà pris des positions en ce qui concerne la vaccination. Elle est un peu connue du milieu, j'allais dire réflexif, mais bon, c'est un peu quelqu'un qui réfléchit aujourd'hui, c'est quelqu'un de complotiste. Donc c'est quelqu'un. Donc c'est vrai que j'ai quand même un avis sur la personne. Et donc là, il s'agit d'une émission, balance ton poste. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc on va voir ensemble. Alors, tac. Essentiel aujourd'hui. Allez, notre dernière invitée, Alexandra Orion-Caude, vous êtes généticienne, directrice de l'Institut de recherche Simplissima et vous êtes contre ce confinement. Pour quelle raison? Alors déjà, je remercie Nolo quand même de présenter formellement son invité. Donc déjà, oui, c'est une belle preuve de respect. Vous êtes contre le confinement en général d'ailleurs? En fait, je vous entends tous parler et j'ai l'impression d'être probablement demeuré mental. C'est pas un problème. Alors là, c'est une super figure de style. Alors, faut savoir que moi, quand je regarde la télé, c'est la même chose. Mais en fait, non. C'est pas demeuré mental. J'ai l'impression d'avoir des problèmes. J'ai des problèmes. Pourquoi? Parce que quand je vois le consensus ambiant sur de la bêtise, moi ça m'ulcère en fait. Je me dis mais putain, donc moi je suis en train de regarder de la bêtise. Donc mon énergie ne sert pas à m'élever finalement. C'est-à-dire que l'interaction que j'ai avec mon téléviseur en fait me nuit en fait. Et j'en arrive presque à remettre en cause mon processus de réflexion. Donc ça c'est très très dangereux, c'est-à-dire qu'en fait ça c'est du bourrage de crâne quoi. Si tout le monde te dit un truc, à un moment tu vas finir par le garder, par le stocker. Et donc je veux pas que ma mémoire soit polluée en fait. C'est pour ça que je ne regarde plus trop la télévision. Ça ne me dérange pas du tout, mais c'est vrai que je comprends pas. Où c'est nous? Alors j'ai bien aimé le où c'est nous. Alors, parce que là, il y a une double... Alors là, c'est vraiment une figure de style très importante. C'est-à-dire que là, on pourrait parler de mise en abîme. Alors, elle dit, quand je vous regarde, j'ai l'impression d'être trop demeuré. En fait, c'est une manière assez subtile de dire que moi, je suis la chercheuse, mais quand je vous regarde, j'ai l'impression d'avoir zéro de QI parce que vous avez tout compris. Soit vous avez tout compris, soit soit c'est vous, en fait, les demeurés. Donc, par politesse, je me déclare demeuré, malgré la manière intelligente et intègre que vous m'avez présenté en fait. La manière intègre dont vous m'avez présenté, j'ai l'air d'une demeurée. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un des deux qui dit « où c'est nous ?» Et là, c'est marrant parce que certains rigolent, alors que c'est pas marrant du tout. Quand lui, il dit « où c'est nous ?» ça le fait rire. Il y a certains, là je vois Daniel Laporte qui rigole, ça le fait rire, mais en fait... écoute, je pense que 90% des Français en face de leur téléviseur, se disent que vous avez l'air un peu demeuré, quoi. Ouais. Donc là, j'ai déjà un parti pris, on va dire. Non. Mon parti pris, c'est sur la télévision, c'est pas sur la vidéo. Moi, je sais pas ce qui va se passer plus tard. En fait, j'aimerais juste vous poser une question à tous. En fait, c'est quoi les bénéfices d'un confinement? J'ai toujours pas compris en fait. Ça fait 1 an que ça dure. Déjà quand j'ai vu le confinement arriver il y a 1 an, c'est vrai que nous, notre communauté scientifique a été carrément ébranlée en disant c'est quoi ce truc-là? On connaît pas. Nous on connaît la quarantaine des patients, c'est-à-dire évidemment mettre à l'écart ceux qui sont malades. Maintenant mettre à la cave ceux qui vont bien, c'est un truc, c'est un concept, un vrai concept nouveau. Donc il y a un concept politique et pas scientifique. Donc déjà... Vous voulez dire... Alors là, j'adore parce qu'elle recadre le débat. C'est-à-dire, par cette question, elle essaye de remettre en cause ce qu'ils ont considéré comme de l'acquis.
On a un conseil scientifique qui prône un confinement. Le gouvernement l'exécute. Le conseil scientifique représente les scientifiques. Il n'y a pas de discussion. On est sur toujours le dogme. Et là, elle met en parallèle, il y a le conseil scientifique, donc CS, et il y a la communauté scientifique. Donc là, elle essaye justement de faire la différence entre les deux. Sur un plan médical, sanitaire, ça n'a aucun effet? Voilà, non, alors, évidemment, parce que moi j'ai du coup travaillé, parce qu'on voit ça arriver, on dit, bah, ça, on connaissait pas, c'est une mesure nouvelle qui nous a été inspirée des Chinois qui ont dit ça, qui ont dit aux Italiens, c'est chouette de faire ça. Et du Moyen-Âge. Les Italiens ont fait ça, Moyen-Âge. du coup nous on a fait ça. Parce que quand même, il y a un effet entraînement domino, et après maintenant, on questionne même plus le fait de le faire ou pas le faire. Mais finalement, quel en a été le bénéfice? Comme dit Madame très justement, on a vu quand même un certain nombre de gros problèmes au confinement. Mais maintenant, le bénéfice sur le virus, parce que j'imagine que c'était quand même ça le but du jeu, est-ce qu'on peut considérer qu'au bout d'un an, ça a été un vrai succès ou ça a été un véritable échec, et que donc il est urgent de faire un point pause et de dire, au fait, ça a donné quoi le confinement? Moi, je me souviens d'Olivier Véran qui nous a expliqué à quoi ça servait, en tout cas théoriquement. Et il nous avait fait un dessin. Ça tombe bien, j'adore les dessins, surtout les graphes. Et il nous avait fait une petite courbe en lui disant, vous comprenez, nous, on veut éviter le pic comme ça. Et du coup, pour éviter le pic comme ça, et pour avoir la petite montagne bien érodée, eh bien, il faut confiner. Bilan de l'opération, quelques mois après, on se rend compte que... Là, tout le monde l'écoute. Même moi, voilà. En fait, ça fait du bien un peu d'avoir un peu de logique dans tout ça. Moi, je veux dire, voilà. Et donc là, tout le monde l'écoute. L'écoute parce que ça a du sens, en fait. Et je vois que beaucoup de chroniqueurs sont face à leurs bêtises. Et je tiens à vous dire, ça fait quand même 1 an. Je sais que ça donne pas l'impression. Et en tant qu'entrepreneur, on doit toujours se remettre en question. Pivoter. Et je vois qu'il y en a qui ont vraiment du mal à pivoter, hein. Mais on va en discuter. Tous les pays européens qui ont confiné ont eu le pic alpin en bonne et due forme, et que le seul pays européen qui n'est pas confiné, qui est la Suède, a eu la petite monticule. Le retour de la Suède. Oui, non, mais a eu le petit monticule qu'on aurait bien aimé, parce qu'en fait, en termes de mortalité, on est dans un mouchoir de poche, hein, ils ont fait mieux que nous, mais bon, franchement, on va pas aller épiloguer sur les chiffres. En revanche, sur la fréquentation hospitalière et le nombre de décès étalés, c'est certain qu'ils ont fait mieux que nous. Alors, quelles mesures, selon vous, auraient été plus efficaces que le confinement? Et l'avantage qu'ils ont, c'est que du coup, eux, ils ont quand même une immunité naturelle beaucoup plus importante de leur population. Donc, c'est quand même deux... D'accord, non, mais on va rester en France, selon vous. Ouais. Alors, là, la comparaison, moi je l'ai fait, hein, cette étude avec mes étudiants, donc la comparaison c'est avec un modèle suédois. En fait, je veux pas qu'on revienne sur le sujet en soi, hein. C'est pas ça, je pense que c'est pas ça le but de cette vidéo. C'est le fait qu'une spécialiste se retrouve entourée, j'allais dire d'ignards. Non, c'est pas ça, ils ont chacun un peu leur spécialité. Mais on se retrouve au bar, hein, au bar à côté, et on se retrouve avec, je sais pas, le chef cuistot qui va vous parler du Covid, quoi. Ouais. On va lui demander son avis, quoi. Okay. Avant, dans les années 90, on invitait des spécialistes qui débattaient entre eux. Mais là, c'est plus le cas, là. Et donc, on va voir. Quelles auraient été les mesures plus efficaces que le confinement? Alors, parce que c'est ça la question qu'on se pose. Alors, attendez, là, j'ai un petit coup de fil. Attendez. Ça va pas durer longtemps. Oui, allô, bonjour. Allô, vite. Allô, bonjour. Oui, très vite. Ouais, je suis très occupé. Je suis désolé, je suis en plein meeting. D'accord? Bon courage. Allez, je vous laisse, au revoir. Alors, excusez-moi, c'est les aléas du direct. oui, alors en l'occurrence, je trouve que, moi j'ai envie de faire cocorico sur ce plateau, parce que on a un certain nombre d'originalités françaises qui sont remarquables dans le suivi. Oula. Alors là, je sais pas. Là, je m'attends à. Elle a parlé de cocorico, donc je sais pas comment je vais le prendre, mais je sens que c'est une petite figure de style. Là, on s'attend à la petite place originalité française, donc on va voir si c'est du premier degré ou du second degré. Je parie sur du second, mais on va voir.
dans le suivi, on avait le dosage dans les eaux usées, comètes, aubépine, etc. Donc en fait, je vais à la sortie de chez mon voisin, chez Manuel, puis je lui pique un peu de ses eaux usées, puis je regarde, je lui fais des petits PCR, je lui ai rien fait, je lui ai même pas fait un test Bourpie. Non, j'entends. J'ai été très gentille, j'ai rien fait, et puis pas un autre test aussi qu'on est en train de mettre en place, rien. Non, je lui ai rien fait, juste... Je pratique beaucoup en Chine, je pense. Non, mais aussi en France. Ah bon, ça vient? L'effet qui se coule du variant breton. Ah, mais rassurez-vous. Non, mais allons jusqu'au bout, c'est pas la peine d'être prude, on est là pour parler de réalité médicale. Donc il y a le test par le nez, puis par un autre orifice aussi. C'est ça, par un autre orifice. Alors, l'hypocrisie. Alors, là, l'animateur, je crois bien qu'il s'appelle Nolo, donc elle évite de dire l'autre orifice, hein, et lui, il lui dit, mais soyons pas hypocrites, allons jusqu'au bout. Et il lui dit, soit c'est par le nez, soit c'est par un autre orifice. Donc il n'a pas été plus clair. Enfin, je veux dire, heureusement que tu vas le rentrer par un orifice, ça c'est clair. Donc en gros, ils ont évité de dire le mot. Bon. Dans lequel on s'enfonce sur à peu près 3 à 5 cm. Ah oui, quand même. Oui, quand même. C'est important non, mais il faut être précis, ça c'est ma rigueur scientifique. On va attendre un peu. Je suis allée dans le CDC chinois pour me rendre compte du... Et donc le suivi. Le suivi, c'est les œufs usés. Et du coup, qu'est-ce que ça me donne comme avantage chez Manuel? C'est qu'en fait, je suis dans l'anticipation de savoir qu'il va tomber malade. Parce qu'en fait, lui-même ne le sait pas, il n'a pas encore les symptômes. Il est véritablement pré-symptomatique avant même les symptômes. Je le trouve un peu pâle. Ça va, je suis en pleine forme. C'est parce qu'il a été maquillé, moi aussi. Et donc, en fait, bilan de l'opération, on dose, et là, on se dit, merde, c'est positif, et là, on peut regarder le variant. Top. Autre truc qu'on a... Donc ça, c'est de la... Donc en fait, le cocorico, non, c'était du premier degré. En fait, oui, on avait vu, je pense que le docteur Raoul en avait parlé, mais en gros, des pompiers avaient réussi justement à mettre en place cette méthode, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des tests sur les eaux usées pour avoir des prédictions sur l'évolution de la maladie et sur quel variant on a affaire. Prévention, en fait. Ça, c'est un suivi, mais du coup, un suivi dans toutes les régions. Donc, le truc génial. Autre truc qui se coule qu'on a, c'est les réseaux sentinelles, qui sont quand même vraiment remarquables. C'est généralistes qui disent, là, moi, j'ai eu tant de gastro, tant de Covid, etc. Qui nous donnent une information, une remontée en temps réel aussi, à nouveau, maillée au niveau médical, etc. Donc on peut voir qu'elle parle du bottom, c'est-à-dire que dans son explication, et là ils sont obligés de se taire parce que c'est trop, en fait, l'argumentation est très bien construite, tel que le discours en fait. Et en gros, elle vous parle à chaque fois de bottom. Elle parle des gens qui connaissent ou qui côtoient la maladie. Donc, qui nous donne un meilleur suivi. Et donc, en fait, déjà, si on mettait en place d'une façon beaucoup plus systématique le problème, ce suivi que je donne, d'abord, on ferait des économies monstrueuses, parce que finalement, à chaque fois, sinon, c'est... Alors, le problème, je pense que, moi, je trouve ça bien, mais la polémique, elle vient pas de là. La polémique, elle vient d'ailleurs, et donc je pense qu'on va couper et on va s'intéresser plus à la polémique, parce que son argumentaire... Sur le sujet en soi, tu sens qu'elle est calme. Donc là, on va avancer, je pense. Attends, soit on avance. Attends, moi, je veux quand ils se clashent, quoi. La personne lui répond parce que... Ah, attention, là, il y a la première réponse. Ça sert à rien, non? De pleine après, eh bien, dans d'autres régions, il n'y avait rien au printemps et il y a eu un pic, un rattrapage. Donc, en fait, on a l'impression qu'on a beau faire, on met le couvercle, mais tôt ou tard, ça va diffuser. Et ça veut dire que mettre les masques, ça sert à rien, non? Ça veut dire que les gestes barrières, vous dites les gestes barrières, ça a servi à rien, les masques, ça sert à rien alors? Non, les masques, ça sert à rien. Les masques, si jamais ils sont utilisés à bon escient, ça sert, vous le savez. Donc, non, mais ce que vous avez dit, ils ont mis en place les gestes barrières, ça sert à rien. Les gestes barrières, c'est un échec. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on les repense en gestes hygiéniques. Parce qu'effectivement, si on les repense en gestes hygiéniques, ça va éviter un truc tout bête. Le mec qui, alors il met son masque jusqu'aux yeux, même de préférence la moitié des yeux, ce qui au passage est un vrai problème parce qu'une porte d'entrée c'est les yeux, mais c'est pas grave, c'est quand même grave quand même parce qu'il faudrait quand même l'expliciter. Il se mouche, qu'est-ce qu'il fait? Il remet son masque, nickel. Ça vous choque ou pas?
Oui, mais il y a, Non, mais qu'est-ce que vous il y a du gel hydroalcoolique aussi, il y a tout un tas de choses qui ont été faites. 7% des Français. Ouais, on va revenir à ça. Très sincèrement, madame, je suis éberlué de vous entendre. C'est ce que j'ai dit au début de mon propos, c'est que vous allez à l'encontre de vos propres collègues, chercheurs. Non. Oh, là ça commence. Donc vous allez à l'encontre de vos propres collègues chercheurs. Je vous ai parlé il y a quelques minutes de la différence entre le comité scientifique et justement la communauté scientifique. Médecins, etc. Mais oui, ça arrêtez. tout ce qui a été mis en place par les... On n'a pas été invité sur les plateaux. Non, mais c'est très partagé, mettez-le. Ah là, j'adore. C'est là où on arrive vraiment à la vérité. Et c'est ça qui nous intéresse. Vous allez comprendre que finalement, ce que vous voyez à la télé, ce sont des gens à qui on a bien voulu donner de la lumière. Cette lumière, elle n'est pas gratuite. Et on aime ça parce que ce sont des gens qui ne sont pas excellents. Les gens excellents, en fait, ils ont des fois, leur excellence, ça vient d'une forme d'intégrité, hein, d'un travail et d'une intégrité. Et le problème, c'est que une fois qu'ils sont sur les plateaux, ils ne changent pas. On ne peut pas les acheter, en fait. Et donc, ils jouissent d'une forme de liberté qui est très dangereuse. Vous imaginez là, et c'est cette confrontation qui nous intéresse. Non, mais c'est la vérité. La communauté scientifique est quand même très partagée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Même moi, je vais intervenir. Je vous redonne la parole, Tout docteur. à l'heure, en disant vous représentez je sais pas quoi, je me disais je vous ai pas interrompu, mais effectivement je me disais non, on est très divisé effectivement. Oui, mais c'est terrible pour la population, c'est terrible. Monsieur Pomar, Yann Moix et ensuite Karim Zeri. Alors, il dit que c'est terrible pour la population. À un moment, je suis désolé, hein, je le fais avec tout le monde, mais je suis désolé. La situation est confuse. J'entends beaucoup de fois. Ouais, mais on est confus. À la télé, ils disent ça. Sur l'internet, ils disent ça. Dans les journaux, ils disent ça, etc. En fait, la situation n'est pas confuse. C'est vous qui l'êtes. Mais la situation n'est pas confuse. Si vous avez une approche réflexive, méthodique, donc un processus de réflexion assez objectif et clair, vous allez voir que la situation n'est pas du tout confuse. Ça fait quand même 1 an. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes aussi confus qu'au début de cette crise. Non, c'est pas possible. Durant cette première année, certains se sont trompés, certains ne se sont pas trompés. Donc vous ne pouvez pas accorder le même crédit à tous les scientifiques. C'est totalement faux. Certains sont allés à la télé, ont fait des prévisions et se sont littéralement trompés. Et ils ont le droit de revenir à la télé, de vous refaire des prédictions et de se tromper à nouveau. Donc à un moment, la situation n'est pas confuse. Vous êtes capable de donner du crédit aux différents interlocuteurs. Non mais il y a une naïveté du confinement, on va pas se leurrer. Qu'est-ce que c'est que le confinement? S'il y a des serial killers et des terroristes dans la rue et que vous ne sortez pas, vous ne mourrez pas. Vous ne tomberez pas sous les balles. Non, on ne tombe sous les balles que quand on sort. Donc voilà la logique qu'on essaye de dérouler depuis le début. Ah, c'est sûr. Quand on ne sort pas, le risque qu'il nous arrive quelque chose est quasiment nul. Est-ce que je voulais... Alors là, le problème dans le propos d'Yann Moix, c'est qu'il a tort. Pourquoi? Parce que justement, le fait de ne pas sortir, l'isolement, donc déjà au niveau psychologique, ça peut entraîner des dépressions, peu importe. Mais on peut se retrouver avec des gens malades qui n'ont pas finalement de soutien. Okay. Deuxième chose, vous ne sortez pas de la maison, mais vous restez en famille, vous pouvez tous vous contaminer. Donc, son parallèle, je ne suis pas trop d'accord. Posez comme question, et je veux bien jouer les candides, puisque là on est dans le mythe de Sisyphe, puisque le rocher tombe au pied de la colline, et on refait exactement le même chemin à chaque fois, et comme dans le mythe, on ne sait pas du tout pourquoi on remonte au sommet, mais peut-être qu'on s'est fait les muscles, finalement, peut-être que Sisyphe, le mythe a servi à quelque chose, à se muscler, les biceps, c'est possible. Il faut imaginer Sisyphe heureux, tu sais. Je disais Roger Caillois. Mais la question que j'ai posée très naïvement, parce que personne ne l'a posée, je suis très surpris, et je vais la poser aux 2 médecins qu'on a la chance d'avoir sur le plateau. Bien, on est d'accord, vous vous embrouillez pas avec les médecins chaque semaine. Non, mais une semaine sur 2. Puisqu'on nous dit aujourd'hui qu'un des lieux de contamination, ce sont les écoles. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Ma question est toute bête, elle est très candide, elle est enfantine, sans jeu de mots. Pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas en priorité les enfants? Docteur Charbonnet. Parce qu'on sait bien, c'est ce qu'on fait, par exemple, les Allemands sur la grippe. Les Allemands, tous les ans, vaccinent plutôt les enfants en disant que c'est eux qui sont porteurs. Là, le problème, c'est qu'on n'est pas dans une logique où le vaccin garantit l'immunité de transmission. Donc la vraie question, pour l'instant, dans les connaissances qu'on a sur le vaccin... tout à l'heure, j'ai entendu le contraire. Tout à l'heure, j'ai entendu sur une autre...
Alors, quelqu'un qui nous disait on est sûr maintenant, quand on est vacciné, on ne transmet plus. ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là, ils sont entre eux. Donc c'est une conversation de comptoir. Et donc là, il lui dit, mais attends, non, ils sont pas vraiment entre eux. Donc là, il y a un médecin quand même. Et là, il lui dit, mais attendez, je comprends pas, j'ai entendu le contraire sur l'autre chaîne. Donc attention. Mais c'est ce qui se dit ici qui compte. Costaud, hein, Ah, Nolo a une petite blague, c'est ce qui se dit ici qui compte. Ouais. Moi, j'ai pas la science infuse, je suis d'une modestie totale. Ce que je sais, Alors, j'ai pas la science infuse, je suis le médecin, je vous dis des choses, mais je ne sais pas. Et je vous dis que je ne sais pas. Ok. c'est que ça fait à peine un an qu'on travaille sur cette bestiole et qu'avant on ne savait pas. Et au départ, on a fait des hypothèses qui n'étaient pas les bonnes. Pas mal. Au départ, on a fait des hypothèses qui n'étaient pas les bonnes. Mais certains ont fait de bonnes hypothèses. Pourquoi ils sont pas sur le plateau, eux? Et on a vérifié que ces hypothèses n'étaient pas celles sur lesquelles il fallait travailler. L'hypothèse du vaccin, la commande qui était passée aux scientifiques, c'est de dire on veut un vaccin qui fait que les personnes vaccinées ne seront pas de forme grave. C'est la seule chose qu'on leur a demandé de faire. Maintenant, on commence à s'apercevoir qu'il est probable, mais c'est vachement dur à mesurer, il est probable que ce vaccin évite les contaminations. Mais c'était pas la commande. Et quand on commande à un scientifique un produit pour faire un truc, il se trouve que ça peut avoir un autre effet, mais c'était pas ça. Donc la logique de vaccination des personnes les plus fragiles, c'est aussi la logique de pourquoi on vaccine prioritairement les 50-65 ans, c'est parce que c'est eux qui se retrouvent en réa actuellement. C'est pas les personnes très âgées. Ceux-là, ils arrivent jamais en réa. Ils sont morts bien avant. C'est comme ça. C'est pas qu'on les sélectionne. C'est que le fonctionnement de la réa est ça. Donc on sait maintenant, et l'exemple, madame, par rapport à ce que vous disiez, et un certain nombre de contre-vérités, mais c'est pas les contre-vérités qui m'intéressent. La Suède, ils sont dans un état catastrophique. Et puis la contamination en Suède, la Suède, c'est pas la France. Vous avez remarqué, ça ne vit pas tout à fait pareil, les Français. Oh, ce fameux, oui, cette différence culturelle. Bon, on l'a déjà entendu, la France c'est pas la Suède c'est pas la France. Ok, donc ça ce sont de vieux arguments. Surtout, Bon. la vraie question, c'est de dire le seul exemple qu'on a efficace, c'est Israël. Israël vaccine massivement, et à l'arrivée, la contamination elle chute, il n'y a plus personne. Donc le problème, c'est pas le confinement, c'est l'absence de vaccin. Alors, vous voyez beaucoup, à l'arrivée, cher Non, mais monsieur, c'est quand même si ça super vous ennuie pas, catastrophique. Alors, il avait terminé son argument, et comme elle commence à l'attaquer, commence à dire, oui, s'il vous plaît, je termine. Donc là, il a compris qu'il va devoir se défendre. Et il veut pas se défendre contre elle. Elle a étalé sa science il y a même pas quelques minutes. Il sait que l'argumentaire va être très très carré et il se sent pas du tout à la hauteur. Donc je préfère parler. Vous avez déjà discuté avec quelqu'un et vous discutez avec lui et tout d'un coup, il fait que de parler. En fait, l'idée c'est je monopolise la parole, ça te saoule, ça t'embrouille, ça te met dans la confusion, tu ne sauras plus à quoi répondre, etc., etc. C'est ridicule. Donc, pourquoi Attendez, c'est hallucinant. la question de pourquoi reconfiner, c'était que la possibilité soit donnée au vaccin d'être efficace comme il l'a été en Israël. Et le pari... Donc là, il continue, il radote. Il a compris que là, qu'elle allait pas le lâcher. Et donc, il radote. À Paris, on ne va pas jouer sur les mots de Macron, c'était de dire on va attendre et on aura les vaccins et on arrivera à passer le cap. Si on n'a pas les vaccins. Est-ce que vous vous rendez compte de la faiblesse de son argumentaire? À passer le cap, comme a dit Macron, on va faire comme en Israël. Il n'y a rien, c'est pas tangible, c'est une discussion de comptoir. Même, bon, c'est un médecin, je veux bien, je sais même pas où ils sont allés le chercher. Je voudrais savoir, en Israël, on est d'accord, ça a marché. Ouais. Alors Bernard Laporte, alors là, il s'amuse. Donc, il les met en contradiction. Le problème de la contagion dans les écoles, il faut encore le démontrer. Là, elle se fait attaquer de toutes parts. C'est-à-dire qu'elle reçoit des questions un peu partout. Et là, va commencer le stratagème. On va essayer de la faire passer pour quelqu'un qui, justement, n'est pas stable. On a pu voir, heureusement, grâce aux 6 premières minutes, que son argumentaire était carré, qu'elle avait un discours tout à fait cohérent, scientifique, posé. Mais imaginez-vous, on vous attaque, on vous pose 100 000 questions en même temps. C'est vous, là, tout d'un coup, qui allez passer pour un fou, si vous ne maîtrisez pas la communication. Okay. Parce que, alors, c'est pas de ma faute, mais c'est encore une fois une étude publiée dans Lancet suédois qui montre que la contamination, elle n'est pas dans les écoles et que finalement, à part... Alors, vous écoutez derrière, on les entend rigoler.
Donc en fait, c'est assez marrant. Quelqu'un qui n'a pas la science, il rigole de la confusion, de la contradiction scientifique. Mais c'est bête parce que sûrement un côté de la communauté scientifique a raison. Mais lui, il rigole de la confusion. Alors que la confusion, elle est dans sa tête. Il y a une partie de la communauté scientifique qui a établi, grâce à des recherches, une certaine vérité. Et on a une autre, peut-être avec aussi des recherches, qui a établi une autre vérité. Et ça arrive souvent en fait. Mais c'est parce que, justement, là je pense que c'est Bernard Laporte, il n'a pas la matière suffisante, donc matière grise, non, c'est pas que la matière grise, mais il n'a pas les connaissances suffisantes pour choisir un camp. Et donc il les met au même pied d'égalité, et il rigole. Il rigole comme si, vous voyez, je sais pas, deux combattants se mettre KO l'un l'autre, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, il n'a pas la pertinence pour juger les arguments, et donc il rigole. En fait, c'est sa bêtise qui l'amène à se fou rire. Et là, c'est là l'effet de meute. C'est ça que je reproche à la télévision. Là, on a un effet de meute. C'est-à-dire que les présentateurs vont tous se liguer. Ah oui, là, ils sont complètement fous les deux. Hein, les deux, ils sont complètement fous. Et il y en a que deux qui restent très sérieux. Il y a le député... il y en a deux, trois. Il y en a quelques-uns qui restent sérieux. Mais vous voyez, là, au niveau de la production, on entend bien les fous rires. On essaye de décrédibiliser, en fait, les deux. Non, écoutez, madame, vous nous dites la Suède. Moi, les informations que j'ai, c'est en Suède, ça se passe pas bien du tout. Israël, toutes les informations disent ça se passe. Alors, Israël, toutes les informations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, toutes les informations? Alors, encore une fois, toutes, en maths, c'est un gros mot. C'est un quantificateur universel. Alors, vous avez plus de chances d'avoir tort quand vous dites toutes. Si je dis pour tout X, telle propriété, c'est pas si évident à démontrer. Mais montrer que c'est faux, c'est plus facile. Il me suffit de montrer un contre-exemple. Or, elle t'apporte déjà le contre-exemple. Donc, quand tu dis toutes, en fait, là, tu dis n'importe quoi. Ça, c'est de la logique du premier ordre. Hein. Donc, là, Nolo, là, il dit n'importe quoi. Et je le comprends, hein. Faut pas croire qu'ils sont bêtes ou mal intentionnés. Je pense que derrière tout ça, il y a quand même une volonté de contrôler la réflexion de la masse. Hein. D'accord.